Merci, bonjour à tous. Bienvenue ici au Forum Made in Job. Il est 10h12, c'est l'heure de prendre une consultation. On va parler e-santé, IT et digital. Alors d'abord quelques chiffres pour remettre dans le contexte. L'e-santé aujourd'hui, c'est un sujet qui touche particulièrement à peu près 286 000 médecins et bien sûr tous leurs patients. Un sujet qui peut avoir son rôle dans la compensation des départs à la retraite, puisqu'on sait qu'un généraliste sur deux, par exemple, on va perdre un généraliste sur deux d'ici 2025. Bon, en PACA, vous êtes assez épargné par le problème parce que vous êtes la région qui a la plus forte densité de médecins par habitant, 350 pour 10 000 habitants. Et donc aujourd'hui, on va parler du positif, de ce qui va venir, les métiers à venir, et on va en parler avec mes invités. Alors Olivier Berton, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des services d'information de Software Médical. Ouais, des systèmes d'information. Ouais, des systèmes d'information. Vous êtes aussi entrepreneur et investisseur dans des startups, si je me suis bien informé. Effectivement, c'est mon passé. Je suis arrivé chez Software il y a 1 an et demi environ. D'accord. Voilà. Alors, vous avez une carrière internationale. Vous aurez peut-être une vision globale sur le débat. On verra avec vous. Je vous poserai quelques questions là-dessus. Renaud Luparia, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général et cofondateur d'Enovacom, donc un éditeur de logiciels de sécurité des données médicales, c'est ça? D'interopérabilité et de sécurité, tout à fait. Vous êtes dans le secteur depuis 1997, donc vous avez une vision assez globale de ce qui a émergé depuis à peu près 20 ans. Vous nous parlerez de tout ça. Claude Leloustre, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert de justice auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et associé gérant à Managis. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi ça consiste? Oui, depuis plus de 20-25 ans, je travaille dans les systèmes d'information médicaux, et en particulier hospitaliers ou libéraux. J'ai été RSSI de l'assistance publique au hôpital de Marseille pendant 3 ans, ce qui donne une certaine expérience sur ce qui se passe sur le terrain. Et donc, dans ce cadre, j'ai animé une commission éthique, donc éthique et informatique, si vous préférez, qui réfléchit entre médecins, patients, philosophes, aumôniers, psychiatres et informaticiens sur justement les implications de tous les systèmes de e-santé sur la relation entre le patient et son médecin. Et donc, le côté expert de justice fait que je vois un peu le côté noir de la force, mais qu'il faut surtout prendre en compte pour éviter de faire des bêtises quand on développe des systèmes, notamment des systèmes connectés. Mais il ne faut surtout pas que ce soit un frein, mais au contraire des opportunités. Donc vous nous direz ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire avec les données des patients. Exactement. Paul Millon, bonjour. Vous êtes directeur des systèmes d'information, alors pas des services d'information, du centre hospitalier d'Aix-Pertuis. Vous nous expliquerez comment on parle de ces sujets, de l'e-santé, de l'IT, du digital, à quelques 2800 personnes en gros. C'est ça. Comment on l'impose dans les services ou comment on l'intègre dans les services. Voilà, vous avez peut-être... effectivement, les systèmes d'information sont de plus en plus présents dans les centres hospitaliers et dans les cliniques. Ça fait partie de la prise en charge du patient et donc on essaie d'aller le plus loin possible avec les freins qu'on peut connaître en termes de sécurité, législation et budget. D'accord. Alors, pour une première question, je vais me tourner vers vous deux, Olivier Berton et Renaud Luparia. J'aimerais savoir, et pour le public également, on parle de révolution dans le sujet, comment l'e-santé, l'IT, le digital va révolutionner va révolutionner les métiers. Quels sont déjà les nouveaux métiers qui ont été créés par l'e-santé et le mix entre IT et digital, selon vous? En fait, ce qui s'est passé au cours des dernières années, c'est une informatisation
des parcours de soins dans les hôpitaux. Donc la capacité à avoir dans une seule base de données l'ensemble du dossier médical. Alors, dossier médical, c'est un grand mot, c'est vrai que c'était un sujet serpent de mer un petit peu, mais effectivement, le dossier médical dans les établissements de soins existe maintenant, est informatisé. C'est-à-dire on a une notion quand même de suivi, de traçabilité du parcours de santé, du parcours de soins, des prescriptions. Qui s'est faite, donc cette informatisation s'est faite au cours des 10 dernières années, en train de s'accélérer. Nous, aujourd'hui, on équipe à peu près 2000 établissements, donc 600 établissements de santé, donc ça va être des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD, et 1200, 1300 cabinets de radiologie. Voilà, donc il y a ce marché qui est vraiment en train d'arriver à maturité. Ce qui intéresse également donc les directeurs d'établissements de santé, c'est la capacité à analyser ce qui se passe dans ce parcours de soins. Donc nous, on appelle ça de la BI, donc business Intelligence, la capacité à faire du reporting sur combien de patients, combien de temps le patient passe dans son parcours de soins, quelles sont les prescriptions, etc. Et après, on peut aller dans le big data. Je ne sais pas si vous voulez en parler. Ça, voilà. Est-ce que c'est des data scientists ou est-ce que c'est les médecins eux-mêmes qui analysent toutes ces... Alors, ça peut être généralement les DSI et l'équipe de la DSI des établissements de santé. D'accord. Les directions d'établissements de santé qui ont besoin de ces rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Ensuite, donc la prochaine étape, le BI, le big data, c'est comment est-ce qu'on exploite cette mine de données qu'on a, nous. Alors, on est éditeur de logiciels, on est devenu hébergeur depuis quelques années, donc on a nos propres data centers. Donc, la plupart de nos clients aujourd'hui nous demandent d'héberger leurs solutions, ils ne veulent plus l'avoir chez eux. Donc, on prend en charge à la fois l'exploitation, la sécurité de ces systèmes. Et donc, par ce biais, on a des millions de données de santé sur des patients, peut-être vous dans la salle. Donc, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est un aspect risque, gestion du risque, évidemment la sécurité. Donc, on est agréé hébergeur de données de santé. Donc, c'est une de nos principales préoccupations, c'est la sécurisation des données. On travaille un petit peu avec Novacom aussi sur ces sujets. L'autre aspect, c'est comment on utilise ces données pour améliorer la qualité des soins. C'est assez simple, hein. On a des millions de prescriptions et de parcours de soins, et de protocoles. Donc, a fortiori, on devrait être capable de dire quel est le plus efficace ou le moins efficace. Ces données ne sont pas encore vraiment exploitées aujourd'hui. C'est des réflexions. Le gouvernement, avec la nouvelle loi e-santé, a prévu un volet d'exploitation de ces données, de façon évidemment anonymisée. Donc là, ça, on y travaille. Donc, ça, c'est un aspect. Après, il y a d'autres aspects sur lesquels on travaille, la gamification, la visioconférence, etc. Donc c'est vrai que c'est un secteur qui est vraiment en innovation, mis à part le... Alors la gamification, on y reviendra. Je veux juste rebondir du coup pour la gestion de ces données. Est-ce qu'en centre hospitalier, vous avez des gens qui ont un métier de ce qu'on appelle de gestion big data, data scientist, etc. Non, aujourd'hui, assez peu d'informaticiens sont dans ce domaine-là. Aujourd'hui, il faut voir qu'on est plutôt, ce qu'on disait tout à l'heure, on est aujourd'hui dans l'opérationnel, c'est-à-dire qu'on est en train de déployer les solutions pour collecter l'information et faire vivre l'information au quotidien auprès des soignants. Juste pour revenir tout à l'heure sur le dossier médical, tout à l'heure on a parlé du dossier médical de manière générale, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler du DMP, du dossier médical partagé personnel, qui est national. C'est un échec aujourd'hui, pour l'instant, j'espère qu'un jour ça arrivera, mais il faut savoir que dans les établissements, par contre, les évolutions ont été énormes, et effectivement je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, on a beaucoup d'utilisation à l'intérieur de l'établissement de l'information, de systèmes d'information, de l'informatique, pour faire vivre justement tout ce dossier médical. Aujourd'hui, on est plus dans accompagner le soignant dans la prise en charge du patient, amener l'information qu'il faut au médecin, à l'infirmière pour prendre en charge le patient, c'est-à-dire qu'on fait de moins en moins de papier et qu'on a un accès simultané, très rapide, à l'information où qu'elle a été produite. Une image qui a été produite à la radiologie est utilisable dans les quelques secondes et quelques minutes qui suivent dans les services de soins, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps. D'accord. Et cet accompagnement, comment il se traduit ? Il y a des formations, Alors ça aussi, ça a été des évolutions, c'est-à-dire que
il y a des équipes, les DSI, les directions du système d'information, intègrent, nous on intègre des cadres de soins, c'est le cas dans beaucoup d'établissements, voire des médecins, certaines fois quand on arrive à dégager du corps médical, ce qui n'est pas évident parce que ce n'est pas leur métier premier, qui accompagnent l'ensemble des services dans l'utilisation des nouvelles technologies. D'accord, donc il y a des médecins référents qui sont sensibilisés à ces questions et formés à ces questions, qui Tout à vont fait. jouer le jeu d'évangélisateur. Exactement. D'accord. Il faut que ce soit des métiers qui parlent au métier. Donc une infirmière, un informaticien ne sait pas forcément parler et expliquer comment on prescrit. On sait comment manipuler l'outil. Un informaticien sait manipuler l'outil. Par contre, il ne saura pas lui dire quel est le type de prescription qu'il faut donner. Donc l'important, c'est d'avoir déjà dans les métiers, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure dans l'intervention précédente, c'est vrai que les métiers ne sont plus que des informaticiens. Quand on parle de système d'information, il y a la partie informatique qui est le métier des informaticiens, de mettre à disposition des solutions logicielles et matérielles pour faire fonctionner. Et après, il y a l'utilisation et l'usage. Et le plus important, c'est l'usage. Parce que si vous avez une solution informatique qui est très bien ficelée, qui marche parfaitement 24 heures sur 24, mais que personne ne sait l'utiliser, ça ne sert à rien. Et excusez-moi, comment vous les choisissez, les médecins référents Alors, aujourd'hui, il faut être clair, c'est assez peu souvent des médecins. D'accord. Faut être clair. Dans les CHU, on arrive à dégager. Dans des CH de taille moyenne, c'est pas évident. On a des correspondants. C'est pas des gens qui sont à plein temps. En fait, c'est une question, je dirais, d'opportunité. On recrute rarement des médecins pour ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont intéressés, qui commencent à être pilotes sur des services parce qu'ils sont intéressés par la fonctionnalité, parce qu'ils en ont besoin pour leur service et qui deviennent après le référent parce qu'ils sont utilisateurs eux-mêmes. Et c'est la même chose pour les soignants. Aujourd'hui, on a plus de soignants dans les services, dans les DSIO, que de médecins. Et aujourd'hui, moi, j'ai 2 soignants, j'ai 2 cadres de santé qui sont dans le service informatique et qui ne font que ça, que de l'accompagnement aux utilisateurs, formation, dépannage, etc. Et alors, dans vos entreprises, comment vous faites pour arriver dans les centres hospitaliers et parler de vos solutions? Est-ce que vous avez des profils qui viennent du milieu médical pour pouvoir parler J'allais rebondir un petit peu là-dessus. C'est vrai que nous, on recrute, on est là pour ça aussi. Hein. C'est vrai qu'on a recruté 50 personnes, on en cherche encore 30 jusqu'avant la fin de l'année. Donc c'est important de parler un peu des profils qu'on cherche. Effectivement, il y a 2 types de profils. Donc il y a les profils de consultants qui vont mettre en place la solution dans les établissements de soins. Ce sont des profils qui effectivement ont besoin de connaître le métier. Donc c'est un métier de santé, tout simplement, mais quand même de savoir parler un petit peu informatique. Donc gérer un projet, connaître à minima l'informatique, pas être non plus un développeur, mais voilà, savoir utiliser les outils, comprendre ce que c'est qu'un workflow, avoir le vocabulaire, ce genre de choses. Mais surtout bien connaître le métier, puisque leur but, c'est de comprendre, aller voir un hôpital qui a soit déjà un système d'information, on va le transformer pour l'améliorer avec notre solution, ou qui part de solutions papier parfois, donc c'est des process papier qui existent encore dans certains établissements en France. Donc il faut bien l'implémenter, il faut bien le comprendre ce métier, et donc voilà, on cherche ce genre de profil qui est un petit peu dual à la fois. Et par exemple, un cas concret de personnes que vous auriez récemment recrutées, quels profils Alors moi, moi dans la DSI, je ne recrute pas ce genre de profil. On a un stand derrière, donc pour cette question précise, il vaut mieux aller voir la DRH qui est là. Après, par contre, en développement, on a un gros besoin de développeurs Java, c'est classique. On développe de nouvelles fonctionnalités le plus régulièrement possible, donc on a besoin vraiment de développeurs régulièrement. On en cherche activement, on a un petit peu du mal à en trouver, donc sur les 28 postes qui restent ouverts pour la fin de l'année, je pense qu'il y en a au moins la moitié qui sont des développeurs Java. Et après, on cherche également pour la partie data center, on a encore des besoins en exploitation de data center plus classiques, des administrateurs système,
Linux, Oracle, etc. D'accord. Voilà. Donc l'appel est lancé. Voilà. Renaud Luparia. Voilà, je vais juste compléter parce qu'on n'a pas de stand, mais on a recruté pas mal de profils. Donc en effet, nous depuis 2002, on a vu évoluer ça, et pas mal d'écoles d'ingénieurs ont monté une spécialité que l'on appelle, alors ça dépend des écoles, mais c'est technologie de l'information de santé. Donc il y a des boîtes à Grenoble, à Rennes, au Mans, à Castres. Il y a 5-6 écoles qui se sont montées entre 2005 et 2015, qui sont des écoles d'ingénieurs qui proposent une spécialité. Et ce qui est très important pour nous, parce que dans ce secteur de la santé, comme tout le monde le sait ici, il y a une barrière à l'entrée. Il y a une culture à connaître. Et l'avantage de ces spécialités, c'est qu'ils font des stages dans un établissement de santé, dans une clinique ou dans un hôpital, et ils connaissent l'organisation et les problématiques d'un DSI, et ils comprennent comment fonctionne un hôpital, quels sont justement les process, les interactions entre les services, et donc ils ont cette double culture. Ils sont à la fois ingénieurs en informatique, et de l'autre côté, ils ont cette culture santé. Et ce qui est très important pour notre type de société, que ce soit Softway ou Innovacom, c'est très long de former les gens à la santé. C'est pas inné, il faut apprendre. Donc s'ils ont déjà cette expérience-là, pour nous, c'est parfait. Un bon stage suffit. Vous recrutez des jeunes diplômés. On recrute des jeunes diplômés. Ensuite, vous les formez. Exactement. Et donc, il y a aussi des écoles. Il y a une école à Marseille qui permet. Donc là, c'est plus côté ingénieur biomédical. Mais voilà, ce sont aussi des gens qui connaissent ils savent ce que c'est qu'un automate labo, ils savent ce que c'est qu'un IRM, un scanner, ils connaissent les workflows, les process. Ils connaissent pas. Ils ont entendu parler. Et c'est beaucoup plus facile quand on les intègre, de les faire monter en compétences, parce que pas seulement la compétence technique compte. Quand on va chez un client, c'est important déjà de savoir parler avec la DSI, donc il faut cette compétence technique, mais il faut aussi pouvoir échanger avec un soignant et comprendre ses problématiques, ses besoins, pour essayer de les résoudre au mieux. Savoir les traduire. Dernier point sur les profils, c'est important. Effectivement, on cherche des profils, donc expérience médicale, mais également gestion. Paradoxalement, c'est logique finalement, mais dans pas mal d'hôpitaux ou cliniques et centres de radiologie, on implémente des solutions de gestion, de facturation. Donc là, pour le coup, on cherche des profils qui n'ont pas forcément des compétences médicales, qui savent parler gestion, facturation, et implémenter des solutions logicielles autour de ces compétences. D'accord. Voilà. Alors ça implique de gérer des informations parfois sensibles. Claude Lelustre, je me tourne vers vous. Comment ça se passe quand on travaille dans ce type d'entreprise ou en centre hospitalier? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les données, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Est-ce qu'il y a à l'arrivée, à la signature du contrat, il y a des clauses de confidentialité, des choses? Est-ce qu'il faut savoir garder des secrets? Oui, bien sûr, il y a des contraintes, il y a des règles du jeu. Je voudrais quand même étendre les systèmes d'information de santé. Le sujet du débat, c'est bien la e-santé, donc ne croyons pas que ça se limite uniquement au système d'information hospitalier. Il y a l'informatique du cabinet, du médecin libéral, et puis il y a tout ce qui émerge depuis quelques années, avec notamment les objets connectés, qui se multiplient à une vitesse phénoménale. Les applications, alors on parle en métier, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, le développement d'applications et la mise en œuvre, la commercialisation d'applications connectées. Enfin, regardez un petit peu ce qui se passe sur les Apple Store ou les Google Play. Vous avez quasiment tous les jours de nouvelles applications qui apparaissent et qui donc déportent la capture de l'information en dehors du cabinet ou du laboratoire ou de l'hôpital. Donc, il faut bien étendre la protection de ces données bien au-delà c'est déjà beaucoup. Oui, et puis bien souvent, ces applications sont développées, le service est prêt, mais en fait, le côté sécurité reste à venir. Oui, exactement. Alors, et sachant que, bien entendu, vous m'avez posé la question sur les confidentialités, donc plus le système d'information va se déporter, va se répandre à travers Internet et les réseaux de tout ordre, il est évident que les contraintes deviennent de plus en plus fortes. Mais en même temps, les responsables des systèmes d'information ont de moins en moins de contrôle sur ce qui se passe, y compris dans la chambre du patient, mais chez lui.
ou bien sur son poignet. Donc les règles de confidentialité sont fortes. En France, on a la CNIL, et en Europe, on a l'équivalent dans à peu près tous les pays d'Europe. Et les États-Unis, qui étaient très en retrait de ces notions de confidentialité d'information, je rappelle que Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, avait dit que de toute façon la notion de vie privée est une notion périmée. Il l'a déclaré il y a quelques années. Maintenant, il est en train de faire machine arrière. Et il y a une législation aux États-Unis, là aussi, qui apporte un certain nombre de contraintes sur la propriété. Alors, le principe en France, n'oublions pas, c'est la loi, l'information médicale et la propriété du patient. Très peu de patients le savent d'ailleurs, et beaucoup de gens l'oublient, y compris dans le milieu hospitalier. Il est évident que quand le patient est inanimé ou arrive inconscient à l'hôpital, il est difficile de lui demander son consentement. Et il faut que l'hôpital tourne, que ce soit opérationnel. Donc ces contraintes, il faut jongler en permanence entre l'opérationnalité, c'est ce qu'a dit Paul Millon tout à l'heure, et puis les contraintes réglementaires. Et, du coup, en interne, une fonction qui viserait à surveiller tout ça, oui. les pratiques, est-ce que ça se développe? Est-ce qu'il ne faudrait oui. pas en développer? Est-ce que ça pourrait faire Bien partie sûr. de ces nouveaux métiers de la e-santé? Alors, il y a tout ce qui tourne autour de la sécurité des systèmes d'information, qui est en train d'évoluer notamment en milieu hospitalier vers la sécurité de l'information. Et donc les profils de sécurité informatique, qui étaient au départ des ingénieurs, des techniciens très pointus en informatique, en réseau, en système, sont en train d'évoluer vers des profils qui viennent plutôt du juridique, des compétences médicales. Il y a des très bons correspondants informatique et liberté, par exemple, qui sont d'anciens médecins ou des médecins en pré-retraite qui se sont passionnés pour les systèmes d'information. Donc on voit apparaître des métiers à partir du droit. C'est plus facile pour un juriste d'avoir une compétence informatique que l'inverse. Et puis sans compter qu'en plus n'importe quel jeune avocat aujourd'hui ou jeune juriste forcément maîtrise un petit peu plus ou moins l'aspect informatique. Donc là, ces nouveaux métiers apparaissent. Tout ce qui est objet connecté, j'en ai parlé. Et puis le big data. Le big data, assez curieusement, on le voit pas trop se développer à l'intérieur des systèmes hospitaliers pour des raisons qui ont été évoquées tout à l'heure. On le voit se déployer énormément dans le libéral, mais c'est de manière diffuse, de manière non vue, c'est-à-dire un certain nombre d'éditeurs de logiciels pour médecine libérale mettent à disposition les logiciels aux médecins dans son cabinet, à condition quand même contractuellement bien ficelées, que toutes les données que va capturer le médecin dans le cours de sa journée, les données concernant les patients, sont rapatriées vers de grands centres de traitement, théoriquement anonymisés. Et là, il y a des spécialistes du big data qui depuis pas mal d'années maintenant, établissent des statistiques à destination de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie, on va dire de l'industrie de santé, parce qu'il y a une industrie de santé, et des éditeurs de logiciels également. D'accord, donc il y a des reconversions possibles de juristes. Oui, et ça devient. Alors il y a l'aspect informatique et liberté, correspondant informatique et liberté, qui est également un métier passionnant et qui est aux confins entre l'informatique, les TIC et le droit. D'accord. Paul Millon, est-ce que vous, en interne, vous travaillez sur ces questions? Alors sur ces questions, sur la partie sécurité, aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus important. C'est aussi un axe fort au niveau national imposé par la DGOS, et c'est normal puisque on a besoin de sécurité pour la prise en charge des patients. Sur le big data, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, nous, on est très frileux pour sortir des informations, et aujourd'hui, on n'est pas encore dans l'exploitation de nos données. Donc, mais est-ce que vous avez des chantiers en cours, des projets en cours, et qui est-ce qui... Pas encore, mais ça va venir. Et c'est vrai que il y a aussi une réforme là qui va changer les choses au niveau des établissements de santé. Les établissements vont se regrouper. Il y a une nouvelle réforme pour les groupements hospitaliers territoires. Donc, on va avoir une concentration des systèmes d'information au niveau des territoires. Et on va avoir une montée en charge des équipes informatiques et une centralisation des équipes informatiques. Donc là, on va avoir aussi certainement
une nouvelle organisation et la possibilité justement de dégager des ressources pour traiter ce type de problème qui aujourd'hui est difficile à traiter puisqu'on est sur, encore une fois, sur du très opérationnel, on n'est pas encore sur de l'analyse de données, sauf pour éventuellement certains CHU qui font beaucoup de recherches, et là où on a des recherches sur le génome, les choses comme ça. Donc ça va engendrer sûrement des recrutements. Ça va engendrer des recrutements, forcément, à un moment donné. Et vous ne savez pas encore exactement. Non, et c'est aussi des évolutions de métiers existants, en fait. Ça va être les deux. Mais une évolution de métier existant, c'est aussi un recrutement parce que ça fait un appel d'air et il faut bien... Mais est-ce que vous avez un exemple concret d'un métier qui va évoluer pour qu'on on ait bien l'image Je pense que l'analyse de données, effectivement, ça va être des métiers qui vont être importants à un moment donné. Oui. Renaud Leparia. Oui, voilà, je voulais juste compléter. En effet, comme on travaille dans la sécurité, dans les échanges, voilà, c'est vrai que nous, on travaille déjà sur certains. Alors, c'est à l'état d'expérimentation, mais en effet, la plupart des CHU ont des secteurs de recherche et ont besoin de données. Et ont besoin de pouvoir trier des cohortes de patients pour pouvoir faire des essais cliniques, etc. Donc, on commence vraiment à... Ça pointe le bout de son nez en tout cas. C'est vrai que ce n'est pas la préoccupation encore de tout le monde, mais comme le disait Paul Millon tout à l'heure, l'arrivée des regroupements des établissements entre eux, donc les GHT, les groupements hospitaliers de territoire, va mécaniquement nécessiter l'apparition dans le système d'information d'une sorte d'entrepôt de données dans lequel tous les établissements rattachés à cet entrepôt de données puissent voir les résultats, par exemple, de laboratoire des uns et des autres. C'est-à-dire que s'il y a 5 hôpitaux dans une GHT et que vous faites une analyse à l'hôpital A et que vous êtes hospitalisé dans l'hôpital C, ben que les cadres et les médecins de l'hôpital C puissent voir les résultats qui ont été faits. Ça va être une des premières conséquences de ces regroupements d'établissements. Donc on va avoir de plus en plus, et c'est l'avenir. Alors en effet, on n'y est pas encore, mais dans quelques mois, dans quelques années, on pourra parler de big data dans le monde de la santé, et il y aura plein de data parce qu'il y a plein de données qui sont maintenant dans les hôpitaux depuis que les hôpitaux sont informatisés depuis 10-12 ans. Il y a de plus en plus de données, donc ça va nécessairement occasionner de nouveaux postes, ou en tout cas de nouveaux métiers, aussi bien au niveau de notre métier éditeur qu'au niveau des établissements de santé. D'accord. Juste finir un petit peu sur le sujet de la sécurité qui est critique quand même pour les données patients qui sont des données personnelles. Alors effectivement, ce qui est en train de se passer de plus en plus, c'est que on était sur un mode d'agrément d'hébergeurs de données de santé jusqu'à présent. On est en train nous participe aux travaux de l'ASIP avec le ministère de la Santé sur la nouvelle certification. Donc ça veut dire que tout ça s'appuie sur des certifications ISO. Donc on a un besoin de plus en plus pressant de personnes qualifiées en normes ISO, voilà, des normes qui en fait permettent le cadre réglementaire français ne s'appuyait pas forcément sur ces normes internationales dans un souci de choc de simplification peut-être, a décidé maintenant de s'appuyer sur des normes existantes, ce qui nous paraît être une bonne idée. Donc nous, on est par exemple, on est certifié ISO 9001, 13485, on va passer une 27001 et une 20000, etc. C'est assez technique. Voilà. Qui sont ces gens ça veut dire que c'est des personnes qualité, c'est la qualité. Voilà. C'est des gens qui font de la qualité. Donc il y a des formations qualité qui existent. Alors nous, on a un RSSI, responsable de sécurité système d'information et qualité. On a embauché un responsable de la sécurité des systèmes d'information opérationnels. Donc c'est des ingénieurs. Ouais, ingénieur, c'est un profil un peu mixte. Je crois qu'il y en a un qui... on a eu un contrat d'alternance de l'IAE, par exemple, pour ça. On cherche là une alternance qualité, donc vraiment sur la qualité, donc de l'ISO 9001, enfin, les différents ISO, enfin, ceux qui font de la qualité connaissent. Donc c'est juste pour dire qu'effectivement, c'est très réglementé, tant mieux. Et qu'il y a deux aspects à cette sécurité. Il y a un aspect donc réglementaire qualité, il y a un aspect sécurité opérationnelle, technique. Et ces deux aspects sont amenés à vraiment se développer.
d'autant plus qu'effectivement, on va avoir de plus en plus des besoins d'interopérabilité qui existent déjà entre les solutions. Donc nous, par exemple, on travaille avec Innovacom pour faire parler entre eux des systèmes d'information, mais dans les GHT, on aura encore plus des besoins d'interopérabilité. Donc interopérabilité, ça veut dire connecter des systèmes d'information entre eux, forcément avec des risques de sécurité. Donc, de toute façon, la sécurité, globalement, dans le monde informatique, est amenée à se développer. Et dans le monde de la santé, à mon avis, c'est un marché qui va être D'accord. porteur. Et à l'international, comment ça se passe? Est-ce que c'est plus ouvert, c'est moins réglementé? Alors, nous, Software, on vient d'arriver sur le marché nord-américain depuis 2 ans, où ça se rapproche vraiment du modèle français avec des normes ISO, ça s'appuie sur des normes ISO. Le modèle américain a ses propres normes, IPA, iTrust, etc., qui sont, c'est équivalent. Il y a un marché de la certification, donc les Américains aiment bien ça. Et plus généralement, quel pays est très en avance sur les métiers de l'e-santé? Les États-Unis. Ah oui, ils ont deux mastodontes qui font 100 fois le chiffre d'affaires des boîtes françaises. Donc, oui, c'est un marché très développé, très mature, très informatisé, avec un mode de fonctionnement un petit peu différent. Il n'y a pas forcément de sécurité sociale, etc. Alors, j'aimerais parler aussi des... Excusez-moi, vous aviez quelque chose à rajouter? Juste deux secondes par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais d'autres pays ont une notion d'identifiant unique. Donc, comme le disait tout à l'heure Paul, le DMP, le dossier médical partagé, n'a pas fonctionné encore en France parce qu'il y a beaucoup de problématiques d'identification du patient. On ne peut pas utiliser notre numéro de sécurité sociale comme identifiant unique en France. Et d'autres pays se sont moins encombrés avec ce genre de problématiques. Et il y a des pays nordiques, surtout aux Pays-Bas, en Suède. Vous allez en Suède, le médecin généraliste du fin fond de la Suède, sous 4 mètres de neige, tape votre nom et a tous les renseignements vous concernant. Ce qui n'est pas le cas en France. Alors, la Suède n'est pas à la même taille que la France, il n'y a que 8 millions d'habitants, donc il y a d'autres problématiques qu'on rencontre en France, mais c'est vrai qu'il y a quand même sur la partie identification du patient, et on la retrouvera dans le cadre des GHT aussi, et ce sera certainement une nouvelle problématique à résoudre. Il y a certains pays qui sont un petit peu plus en avance que nous, parce que au niveau de l'identification du patient, ils ont d'autres normes ou d'autres... en tout cas, ils se facilitent un petit peu plus la vie que nous en France. On a certainement nos raisons, mais voilà pourquoi ils sont en avance aussi. D'accord. Alors, il nous reste quelques minutes. Je vais me tourner vers le public s'il y a des questions concernant des opportunités, des recrutements, si ça vous a inspiré une idée de nouveau métier. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Apparemment, non. Il faut en profiter, hein. Ils sont là, on en profite, on est entre nous. Pas de questions? Très bien. Bon, il me reste à vous remercier pour cette discussion.